Bonjour à toutes et à tous. Il me fait plaisir de vous accueillir à la 14e édition de la Fête des semences de Québec. Je suis Mathieu Hodgson, concepteur paysagiste, éditeur du blog jardinierparesseux.com et votre porte-parole de cette année. La fête débute en virtuel du 25 février au 3 mars 2023 pour se terminer en présentiel les 4 et 5 mars 2023. Un événement de cette envergure ne serait pas possible sans trois partenaires majeurs: la Caisse d'économie solidaire Desjardins, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ainsi que la Ville de Québec. Afin de faciliter le déroulement de la séance, nous vous prions de bien vouloir noter vos questions et les poser lors de la période prévue à cet effet à la fin de la conférence. Sans plus tarder, je passe la parole à votre animateur ou animatrice bénévole et je vous souhaite une très belle présentation. Oui, bonjour. Mon nom est Lucia. Je vais être votre accompagnatrice bénévole pour cette rencontre avec Sonia qui va être à la technique. Nous accueillons en cette fin de matinée Hugo Martorell qui va nous parler de bâtir ensemble le mouvement pour les semences locales. Il travaille pour Sème l'avenir, qui est une organisation qui développe des systèmes semenciers résilients à travers le Canada. Il va sûrement nous en parler et nous l'expliquer bien mieux que moi. Et il organise des formations, des projets de recherche auprès de maraîchers, céréaliers et semenciers. Il va nous expliquer tout ça en détail. Pour ma part, je vais vous dire que la présentation durera 1 heure, questions comprises. Comme on l'a déjà mentionné, on vous demande d'écrire les questions dans la partie chat, discussion. Peut-être en commençant par un Q majuscule ou question pour qu'on les repère plus facilement et on les discrimine des commentaires. Je voulais aussi vous dire que la présentation sera enregistrée et que donc vous aurez l'occasion de pouvoir la revisionner entre le 8 et le 29 mars pour la savourer pleinement. Voilà, s'il y a des questions techniques qui ne conviennent pas ou s'il y a quelque chose, communiquez avec nous par chat. Et je laisse la parole à Hugo. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, mon nom est Hugo Martorell, je travaille comme coordinateur régional pour Sème l'avenir ici au Québec. Donc je travaille avec Sème l'avenir depuis 5 ans et mon temps est consacré à développer des réseaux entre les semenciers, les généticiens, les céréaliers, les maraîchers et les jardiniers partout aux 4 coins du Québec. Donc je suis ravi d'être là. Et je vais commencer ma présentation par faire une reconnaissance territoriale. Donc j'aimerais commencer par reconnaître que je suis situé sur en territoire autochtone qui n'a jamais été cédé, de la nation Ganengahaga, la nation Mohawk, ici à Montréal, et qui est historiquement un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui une population autochtone diversifiée. Donc pour ceux qui sont dans le coin de la capitale nationale, vous êtes sur le territoire de la nation Huron-Wendat, et cette reconnaissance territoriale, elle se fait dans un esprit de solidarité, de réconciliation et dans le travail qu'on fait autour des semences, de reconnaissance de tout le travail de gestion du patrimoine génétique qui a été fait pendant des milliers d'années. Il y a une façon bien concrète d'exprimer votre solidarité avec un regroupement qui s'appelle Semences Sauvanes, donc qui a été incubé via Sème l'avenir, mais qui est un regroupement de semenciers du sud de l'Ontario et du Québec qui sont rassemblés pour finalement recultiver des variétés ancestrales et importantes de leur point de vue. Donc, si on prend un pas en arrière sur comment est-ce qu'on veut bâtir un mouvement des semences ici au Québec en 2023, c'est important de se remettre finalement dans
se repositionner par rapport à l'histoire. C'est-à-dire que ça fait 10 000 ans, en fait, que l'humanité et les plantes évoluent. Et cette coévolution a permis finalement à l'homme de se nourrir avec des centaines et des milliers de plantes cultivées. Donc ces plantes qui ont été domestiquées d'abord dans certaines régions, notamment en Mésopotamie, en Amérique centrale, puis dans l'Asie de l'Est. Et puis elles se sont diversifiées dans différentes régions, ensuite en Méditerranée, Europe, Amérique et Asie. Et ces 50 dernières années, on a vu une énorme tendance au niveau de l'agro-industrie, vers finalement la privatisation des semences, la propriété intellectuelle, les biotechnologies, la concentration dans l'industrie. Et ça, c'est quelque chose qui touche principalement aujourd'hui les producteurs de céréales. En fait. Donc les producteurs de céréales, ceux qui font du maïs, des haricots secs, du blé, de l'avoine, etc. Et avec les agriculteurs avec qui je travaille, notamment les agriculteurs membres de la coop AgroBio du Québec, qui est en fait une coopérative d'agriculteurs de céréaliers biologiques, ils sont très impactés par l'enjeu des OGM à cause de la contamination en fait de leur maïs, soit au niveau des semences qui vont se procurer, soit directement dans leur champ. Et ça, c'est vraiment une préoccupation pour notre mouvement au Québec, en Amérique du Nord. C'est la contamination du stock de maïs par des OGM. Donc, on a vu cette dernière année on a une opportunité devant nous en fait par rapport aux annonces de la ministre de l'Agriculture, l'honorable ministre Bibeau, et en fait on a peut-être l'opportunité d'avoir des mécanismes d'imputabilité et en ce qui concerne les OGM. Donc pour ce qui est du volet céréalier, c'est vraiment le dossier chaud en ce moment. Et il y a des organismes partenaires de cette manière comme Vigilance OGM et la National Farmers Union qui travaillent fort sur ce dossier-là. Maintenant, quand et une autre des tendances lourdes qu'on voit finalement avec l'industrialisation de l'agriculture au niveau des semences, c'est qu'il y a de moins en moins de financement pour les programmes de développement génétique au Québec. Donc, voici ceux qu'on a recensés. La pomme de terre à Bécomo, l'orge brassicole à l'Université Laval et à Québec, le blé et le seigle biologique à Victoriaville, au CETAB, les légumineuses avec un partenaire à l'Université McGill, avec le laboratoire sur les légumineuses de McGill. Puis, avec la Fondation Laitue, il y a eu du travail qui a été fait sur les laitues dans la région des terres noires du Québec. Et donc, ça, c'est des programmes qui, j'ai pas oublié, mais il y a aussi le Sérum qui travaille sur le blé de printemps, blé d'automne, et je pense le soya. Mais ça, c'est des programmes qui ont moins de soutien, moins d'investissement public, et donc, et si on pense que ces ressources génétiques font partie du bien commun et qu'on a besoin de développer les variétés du futur pour être résilient par rapport aux enjeux de sécheresse, notamment au Québec, c'est important de garder ça à l'esprit. Et donc, encore une fois, là, on voit qu'il y a très peu qui se fait au niveau du maraîchage. Au niveau du maraîchage, on dépend plutôt des programmes de sélection qui sont à l'Université Cornell, par exemple, à Ithaca, dans l'État de New York. Mais on est principalement dans les grandes cultures, les cultures d'exportation. Donc, depuis les années 80, on voit qu'il y a un mouvement en fait, de petites compagnies de semences, d'artisans semenciers qui vont se regrouper aux États-Unis autour de Seed Savers Exchange, en France autour du réseau Semences Paysannes, et au Canada autour de Semences du Patrimoine. Et en fait, ces organisations, ces réseaux-là vont être des lieux d'échange de semences en fait, entre jardiniers amateurs qui vont développer des collections de semences et qui vont vraiment s'établir comme artisans semenciers, qui vont développer des compagnies. Et donc là, on avait
vraiment 4 compagnies au Québec à fin des années 90, début des années 2000. Tournesol, Société des Plantes, Jardin du Portage, puis Ecoumène. Et maintenant, on en a vraiment on a 20 ou 30. C'est vraiment diversifié. C'est principalement des compagnies de semences artisanales qui font du détail, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'ils vendent des sachets de semences aux jardiniers. Mais comment est-ce qu'elle est structurée, cette filière des semences? Bon, bah, en fait, il y a 3 niveaux dans la filière des semences de légumes. Il y a d'abord ceux qui vont faire de la production, de la création de variétés. Donc ça, c'est les producteurs de semences. Donc, il va y avoir des multiplicateurs de semences, il va y avoir les généticiens, qui peuvent être des généticiens qui sont dans des universités publiques ou dans des compagnies privées. Ensuite, il y a ces compagnies de semences-là qui vont créer des variétés et les multiplier, vont vendre ça à des compagnies de semences au détail. Au Québec, la plupart des compagnies de semences au détail sont aussi des producteurs, donc c'est des producteurs détaillants. Et puis, ces compagnies de semences au détail vont vendre à un troisième palier, finalement, les consommateurs. Donc, je parle de ça parce que dans la structure je parle de la structure de l'industrie semencière de légumes parce que ça nous aide à voir c'est qui finalement les parties prenantes, c'est quoi cet écosystème qu'on a besoin qu'on veut animer, qu'on veut coordonner, qu'on veut développer pour développer les semences locales au Québec. Et ici, au Canada, on a un des ingrédients qui a vraiment fait qu'on a beaucoup de petites compagnies de semences, c'est les fêtes des semences. En fait, ça a été les foires de semences ont été un lieu où des artisans semenciers, des jardiniers ont commencé à pu vendre des semences. Et c'est vraiment quelque chose qui nous différencie en fait du reste de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Et nous, on a développé une liste en fait d'un inventaire, un répertoire des semenciers, notamment des semenciers de légumes, et qui est disponible sur la nouvelle plateforme qui s'appelle le Wiki Maraîcher. Donc, quand on parle de semences locales, finalement, de quoi on parle? Est-ce que c'est acheter des semences? Est-ce que ça fait que c'est à un fournisseur? Est-ce que ça fait de ça veut dire que c'est de la semence locale? Est-ce qu'elle a été produite au Québec? Maintenant, oui, elle a peut-être été produite au Québec ou peut-être qu'elle a été importée. Est-ce qu'elle a été elle a fait l'objet d'une quelconque certification d'un système finalement pour indiquer les pratiques agricoles qui ont permis de la cultiver. Et bon, si elle était produite au Québec dans des pratiques écologiques et peut-être certifiées biologiques, est-ce qu'elle a été d'où vient cette variété-là en fait? Et c'est là que le langage, en fait, nous on parle moins de semences locales ou de variétés locales, mais plutôt de variétés biorégionales. Donc en fait, la biorégion dans laquelle le Québec est, globalement, c'est la biorégion du nord-est de l'Amérique. On a des microclimats, on a la vallée du Saint-Laurent, etc. Mais globalement, le nord-est de l'Amérique, c'est notre région où on va essayer d'adapter, développer les variétés. Donc voici 3 exemples issus de différentes fermes qui ont vraiment axé le développement de la semence pour l'adaptation régionale et pour des caractéristiques au niveau de la consommation, au niveau agronomique, etc. Donc, nous, comment est-ce qu'on se positionne? C'est qu'on a un riche mouvement au Canada, au Québec, autour des semences, avec plein de compagnies différentes, plein de petites compagnies, des jardiniers qui sont sensibilisés à l'achat local, des fêtes des semences dans les 4 coins du Québec, des bibliothèques de semences qui émergent soit dans les bibliothèques municipales, soit dans des organismes communautaires. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qui cultive ces semences-là? Oui, il y a les jardiniers dans des fins d'autonomie alimentaire, mais est-ce que les agriculteurs, les maraîchers biodiversifiés, qui font des paniers, qui font les marchés publics, qui font qui écoulent leurs produits sur des marchés de proximité, est-ce que eux ils utilisent des variétés issues des variétés biorégionales? Donc, en fait, en réalité, quand on demande aux maraîchers où est-ce qu'ils achètent leurs semences, ils achètent principalement leurs semences de grandes compagnies qui vont importer,
ou directement de compagnies du nord-est des États-Unis, comme au Maine, au Massachusetts et au Vermont, où il y a des producteurs détaillants de semences qui qui ont axé leur marché pour la production agricole. Et donc, quand nous, on leur demande aux maraîchers, bah, c'est quoi les caractéristiques que vous recherchez quand vous achetez des semences? Et ben, ce qui est intéressant, c'est que ça vienne d'une multinationale ou que ce soit produit au Québec ou que ce soit une variété nouvelle ou une variété qui préserve la biodiversité végétale, c'est peut-être les caractéristiques les moins prioritaires pour eux, en fait. Ce qui les importe, c'est la saveur, parce qu'en fait, ils ont un rapport avec leur clientèle. C'est l'adaptation à la région, résistance aux maladies, taux de germination, certification biologique, rendement, etc. Donc, ils vont vraiment regarder des aspects plutôt agronomiques que par rapport à la provenance ou par rapport au type de vendeur avec qui ils vont affaire. Et donc, comment est-ce Et je vais peut-être ajouter que si on veut augmenter notre autonomie au Québec, si on veut développer notre mouvement autour des semences, bon bah, comment est-ce qu'on fait ça? Bah déjà, je pense qu'il faut, vu qu'on est dans un climat assez particulier, c'est-à-dire qu'on a des saisons courtes, on a des automnes humides, et ben, on peut pas. Il y a certaines espèces de légumes, c'est certaines espèces de semences qui est plus difficile à faire que d'autres. Celles qui sont les plus faciles à faire, en fait, c'est les plantes annuelles, donc celles qui ont un cycle de vie sur 1 an. Des espèces dont la semence est protégée par une cosse ou un fruit, ou une silique, comme les tomates, les poivrons, les courges, les crucifères, les haricots, les pois, parce qu'en fait, la semence, elle est protégée des intempéries, elle est protégée de l'humidité. C'est pour cette raison qu'il y a certaines régions au monde, comme l'Israël, comme la Californie, ou le nord-ouest des États-Unis, ou la Bretagne en France, qui vont vraiment se spécialiser sur des espèces de légumes pour lesquels on a plus de mal ici, comme les ombellifères, les carottes, les choux-fleurs, et quoi d'autre? Et les oignons, par exemple, donc qui sont souvent des bisannuels et dont la semence n'est pas enveloppée par un fruit ou qui n'est pas protégé. Donc c'est-à-dire que si on veut développer notre mouvement, il y a des espèces dans lesquelles on peut se concentrer et on va pouvoir faire de la semence de qualité, faire de la semence en bonne quantité et répondre aux exigences des maraîchers. Un autre élément, c'est qu'on voudra se concentrer sur les variétés à pollinisation libre parce qu'on n'a pas vraiment la capacité de faire des semences hybrides à ce stade-ci au Québec. Et donc, comment faire ça? Nous, ce qu'on propose, en fait, il n'y a pas de cours en ligne, il n'y a pas de cours pour apprendre à faire la semence. Donc, on parle d'être autodidacte, en fait, d'apprendre par soi-même, d'apprendre par son expérience, d'apprendre en conversation avec les semenciers existants, avec les maraîchers qui sont dans le champ, travailler avec eux, faire des stages. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est on organise des rendez-vous chaque automne pour que ces semenciers-là puissent partager leurs expériences et rencontrer des semenciers, des mentors, des semenciers qui font ça depuis 15-20 ans. On fait aussi des visites chaque vendredi du mois de juillet. C'est un moment pour les semenciers qui est un peu plus calme. Donc, on fait des visites d'entreprise. Donc là, à gauche, on était à l'Écoumène. Vous voyez une parcelle derrière de semences d'oignons qui sont en train de monter en fleurs et qui sont protégées par un tunnel chenille, justement pour les protéger des intempéries. Et à droite, on est sur la ferme de Hélène Sabi, en fait, une ancienne employée de la ferme Tournesol qui a commencé sa propre entreprise de semences sous contrat. Je vais insister sur cet élément, la production de semences sous contrat, finalement, c'est quoi? C'est un producteur, une compagnie de semences de détail, comme un jardin de l'Écoumène, va faire des contrats de production, va demander à d'autres semenciers, va demander à d'autres maraîchers de faire de la production de semences
pour eux. Ça leur permet d'avoir des plus gros volumes, de respecter des distances d'isolement et de diversifier les variétés dans leur catalogue. Et c'est vraiment un levier intéressant en fait pour développer notre mouvement ici au Québec. C'est oui, on a des compagnies de semences existantes, mais elles ont besoin, elles veulent grandir et elles veulent diversifier leur catalogue, elles veulent avoir de la semence de qualité. Et donc c'est une façon de cultiver davantage de semences et trouver des débouchés commerciaux. Là, ces photos, c'est un exemple d'une semencière sous contrat. Donc, une ancienne employée de la ferme Tournesol aussi, elle s'appelle Marie-Claude Como, et elle est basée à Manceau avec sa femme La Radicule. Et donc, son plan d'affaires est consacré à la production de semences sous contrat pour des compagnies locales au Québec et des compagnies aux États-Unis. Et là, la valeur ajoutée, c'est qu'elle est certifiée biologique. Donc, ça, elle peut avoir une certaine prime par rapport à ces semences. Et en fait, on organise avec elle chaque année, en 2022 et 2023, des formations en lien avec un financement qu'on a eu à cet effet. Et dans le cadre de sa ferme, on a aussi un jardin de démonstration où on met en valeur des projets de création de variétés, d'adaptation de variétés qui se font à travers le Québec. Donc, il suffit d'être en contact avec moi pour pouvoir participer à ces activités dans l'avenir. Une autre façon de cultiver ce mouvement semencier, ce mouvement pour les semences biorégionales, c'est les dégustations. Et donc, j'ai une collègue, Isabelle, au Jardin botanique de Montréal, qui, chaque année, cultive des dizaines et des dizaines de variétés et organise des dégustations. Et l'idée, finalement, c'est de voir c'est quoi les variétés qui goûtent le mieux, qui nous fournissent, qui nous donnent du plaisir. Si jamais vous goûtez un légume biologique ou frais ou local, vous verrez qu'il y a un différent goût. Maintenant, imaginez goûter des variétés qui ont été développées particulièrement pour le goût. C'est vraiment une expérience qui n'est pas anodine. Et donc là, on a 80 variétés de tomates. On va identifier une dizaine de variétés qu'on va goûter. Et là, on va savoir, finalement, quelles variétés goûtent le mieux. Et est-ce qu'on peut faire la semence au Québec? Et ensuite, est-ce qu'un maraîcher peut produire du stock pour pouvoir finalement approvisionner des restaurateurs, des marchés publics, etc. Ça, c'est des photos de collègues qui sont... Une des façons aussi pour développer le mouvement des semences locales, c'est d'impliquer les partenaires de recherche. Donc, on voyait tout à l'heure qu'on a quelques programmes de développement variétaux au Québec, sauf que le problème, c'est qu'ils se concentrent principalement en agriculture conventionnelle et ils se concentrent principalement à faire de la recherche uniquement sur leur station de recherche, alors que nous, notre approche, c'est de dire est-ce qu'on peut faire de la sélection pour l'agriculture biologique, écologique, régénérative, et est-ce qu'on peut faire la sélection dans les champs des agriculteurs. Et donc ça, c'est un projet avec le consortium de recherche sur la pomme de terre du Québec, qui consiste à faire des croisements de pommes de terre et les envoyer sur différentes fermes. C'est ce qu'on appelle la sélection végétale participative. Et en fait, c'est ce qu'on fait depuis 10 000 ans. En fait, les agriculteurs font leurs propres croisements, vont identifier des croisements inattendus dans le champ, et puis vont sélectionner à partir de ça et développer finalement des variétés. On a commencé aussi à s'approcher du nouveau programme de génétique de légumineuses à McGill. Donc Valerio Hoyos Villegas est un généticien qui vient de la Colombie, qui travaille sur les légumineuses. Et ce qui est intéressant avec les légumineuses, c'est que c'est au niveau des rotations des producteurs de céréales, c'est une façon de diversifier leur rotation, de remplacer le soya par une culture qui va pour la consommation humaine. Et le grand défi avec les légumineuses, en fait, c'est que on se procure des semences. En tout cas, un des défis qu'on voit, c'est que on se procure des semences de l'Ouest, en fait, de l'Ohio, de l'Iowa, des prairies, du Saskatchewan, du Manitoba, parce qu'ils ont des conditions sèches et il y a une faible... et donc, il n'y a pas beaucoup de maladies
à la fin de la saison. Alors que nous, bon, on a plus d'humidité et donc ça crée un environnement favorable à la prolifération de maladies. Et Valerio, une des choses pour lesquelles qu'il espère développer, c'est des variétés qui sont résistantes à certaines maladies qui se transmettent par la semence. Et donc, quand il est rentré en poste, on a commencé à travailler avec lui pour qu'il puisse se réseauter finalement avec le milieu agricole québécois et puisse répondre finalement aux caractéristiques recherchées par les agriculteurs, les compagnies comme Arribec, Bonduel, etc. Et donc, on va continuer ces journées de terrain sur les légumineuses dans les années qui viennent. Et donc, ça fait, je vous ai donné quelques exemples d'activités de formation, de réseautage qu'on organise avec Sème l'Avenir de façon annuelle. Et maintenant, je voulais vous mettre en valeur finalement des maraîchers avec qui j'ai le plaisir de travailler et qui sont en train de faire de la multiplication de semences, de la vente de semences, mais aussi en train de développer, d'améliorer des variétés pour maintenant et le futur. Ça, c'est des photos de Catherine June Wallenberg à Semences Nordiques dans le coin de Farrelton dans l'Outaouais. Et elle est en train de travailler sur un type de haricot jaune qui se récolte facilement, mais qui ne va pas casser à la récolte. En fait, quand on est maraîcher, on récolte manuellement. On n'utilise pas de l'équipement mécanique pour récolter. Et donc, souvent, on a besoin de récolter ça rapidement parce que l'haricot, c'est pas une culture qui est extrêmement rémunératrice. On veut récolter rapidement. Et souvent, selon les variétés, il y en a qui vont se casser et il y en a d'autres qui vont moins se casser. Donc, elle a fait des essais, elle a identifié des variétés qui goûtent bon, des variétés avec un bon rendement, mais aussi des variétés qui ne cassent pas. Puis, elle est en train de faire des croisements et en train de sélectionner les descendants, la progéniture de ces croisements-là. Donc, ça, c'est un projet qui va durer 3, 5, 7 ans avant qu'elle puisse stabiliser sa lignée et développer une variété qu'elle puisse ensuite vendre dans son catalogue. Richard Favreau, c'est un maraîcher à la retraite, un des précurseurs de l'agriculture biologique au Québec. Il est basé près du Bic. Et là, il est dans son tunnel chenille. Et il aimait beaucoup une variété de tomates italiennes qui s'appelait la Vivave. Et c'était une variété hybride. Et donc, quand la tomate, ce qui arrive souvent avec les variétés hybrides, c'est que les compagnies de semences, pour une raison ou une autre, vont délaisser la variété, vont arrêter de la vendre et la remplacer par une nouvelle hybride. Mais lui, il aimait tellement cette variété-là qu'il a voulu continuer à la cultiver, sauf que c'est un hybride. Et donc, une fois qu'on conserve des semences d'une variété hybride, la progéniture va exprimer des caractéristiques des parents et grands-parents. Donc là, vous voyez bien qu'il y en a qui s'approchent du parent-maman de l'hybride et l'autre du parent-papa. Et on voit au milieu là, les tomates qui ont la forme recherchée par Richard. Et donc là, il en est à 8, 9, 10 générations. Et normalement, il aurait déjà dû la stabiliser, mais il s'est passé quelque chose entre-temps qui fait qu'elle n'est pas encore stabilisée, donc il continue à travailler diligemment dessus. Vous connaissez sûrement la ferme Tournesol. Daniel Brisebois est un des précurseurs des semences biorégionales ici au Québec. C'est super intéressant comme modèle parce qu'il est semencier au sein d'une coopérative de maraîchers, donc ils voient les variétés passer, ils utilisent des variétés, et puis en même temps, ils produisent et ils vendent de la semence. Et avec le temps, il a développé plusieurs projets de sélection, d'amélioration, etc., notamment dans les piments et dans ce qu'on appelle les crucifères feuillus, donc toute la famille des tatsoi, des verdurettes asiatiques, des radis. Et ça, c'est un radis d'hiver. Et donc, en 2005, il a commencé ce projet après une formation avec quelqu'un qui fait des croisements, Frank Morton, je pense, je pense que c'était au Maine ou au Vermont. Et il est revenu avec cette idée loufoque de vouloir
avoir un radis melon, donc avec mauve, rose à l'intérieur, mais noir à l'extérieur. Et donc, il a fait un croisement. Et puis là, il est donc c'est en 2005 et c'est une bise annuelle, donc ça prend 2 fois plus de temps pour stabiliser. Et puis parfois, il y a des problèmes qui viennent, on hiverne les racines et donc il peut toujours y avoir des problèmes de souris qui viennent les manger. Donc parfois, on recule un peu et on voit que ça demande encore plus de persévérance quand on travaille avec des légumes racines de type bisannuel. Ça, c'est Je parlais tout à l'heure des dégustations au jardin botanique. La première dégustation dans laquelle j'ai participé, c'était une dégustation sur les piments. Les piments. Et j'ai rencontré un maraîcher qui est un maraîcher artisan, jardinier artisan, qui est passionné par les piments forts. Et je lui ai dit, bah, finalement, ce serait quoi, toi, ton idée, si tu devais créer une variété, à quoi ça ressemblerait? Il m'a dit, un espelette bleu. Pourquoi l'espelette? L'espelette, c'est un piment basque. Et les Basques venaient sur les côtes de la Gaspésie pour pêcher de la morue et ramener ces épices d'espelette. Et après plusieurs dégustations et tests auprès de sa clientèle, il s'est rendu compte que sa clientèle aimait la douceur en fait, et la saveur du piment d'Espelette. Bleu, mauve pour les couleurs du Québec. Et donc, on a fait un croisement entre un piment d'Espelette, un piment de type Espelette, parce qu'il y a c'est une marque protégée en France, ou une identité préservée d'origine protégée en France. Donc, un piment de type Espelette avec un piment mauve. Et donc là, on en est à la génération F3. Et donc, c'est cette année que toute la diversité des phénotypes, la diversité des formes va s'exprimer. Et donc, on est à la recherche de plusieurs jardiniers maraîchers pour mettre en champ 50 ou 100 plants et observer des piments Espelette de type mauve. Et je voudrais mentionner aussi notre ami Francis Gagnon, Francis qui est un fanatique de piments forts et qui est en plein lancement d'entreprise de production de piments forts ici au Québec. Et qui est celui qui nous a montré comment faire les pollinisations à la main. Je mentionne aussi des amis de la diaspora, Amidou et Paterne, qui viennent de différentes régions. Il y en a qui viennent des Antilles, il y en a qui viennent d'Afrique de l'Ouest, et finalement, là, il y a tout le défi d'adaptation régionale, de culture tropicale. Donc, on pense notamment à l'okra, on pense à la morelle et aux aubergines tropicales. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est on a essayé de savoir quel agriculteur issu de la diaspora habite ici au Québec, de les faire se rencontrer, de voir s'ils avaient des projets communs. Et donc là, un des projets avec lequel on a travaillé, c'est un projet d'aubergine tropicale. Une des raisons, c'est que Pater Mirini, que vous voyez ici à gauche, a travaillé dans la région des Grands Lacs dans les années 90 et a rencontré beaucoup de paysans à cette époque-là, qui lui ont offert des semences. Et donc, il est venu avec toute une palette de variétés, de couleurs, de goûts différents, un peu amers, mais qui répondent à certaines spécificités de différentes communautés culturelles. David, ça c'est un ami à moi qui a été inspiré par le travail de Daniel Brisebois, La Ferme Tournesol, à ajouter la couleur dans les crucifères asiatiques, et sa vision à David, qui a une ferme maraîchère en démarrage en Estrie, Jardin de la Marmotte, c'était de développer un bok choy mauve. Et donc, on a travaillé avec lui pour bok choy Brassica rapa. Il fallait trouver un Brassica rapa mauve et faire le croisement 1 année, 2 années en champ pour s'assurer qu'on essaie de multiplier les combinaisons génétiques. Et là, on en est à la 3e génération. Donc, on essaye de stabiliser finalement les descendants pour avoir un bok choy mauve. Myriam, une amie agricultrice qui aussi en Estrie, dans le coin de Sherbrooke, et qui est une des participantes de notre projet de pommes de terre et qui, elle, a
est passionné par les pommes de terre et essaye de diversifier sa collection de patates à travers le projet que j'ai mentionné tout à l'heure. Une autre façon qu'on peut encourager la collaboration entre les semenciers et les maraîchers, c'est autour des bisannuels. Donc en fait, les maraîchers cultivent des parcelles entières de radis d'hiver, de rutabaga, de navets, de carottes aussi, et d'autres légumes racines. Et donc, les maraîchers cultivent la première année le légume racine. Le semencier vient le jour de la récolte et ensemble, ils identifient les 100, 200, 300 meilleurs individus, plus beaux individus. Et là, le semencier va garder ces racines-là, les ramener chez lui, les entreposer pendant l'hiver et les faire monter en fleurs au printemps suivant. C'est une façon pour le semencier de rentabiliser la sélection parce qu'il ne cultive pas les légumes racines la première année. Et c'est une façon pour le maraîcher de continuer à avoir accès à de la semence en grande quantité. Et donc là, on voit à gauche Téphrine Baldo de Semence le Noyau avec Arnaud Maillet de Cadet Roussel, puis à droite, Marie-Claude Como, qu'on a vu rencontrer tout à l'heure à la ferme La Radicule, avec Caroline Poirier de la ferme Croque-Saison. Et donc à gauche, je pense qu'il travaillait sur les betteraves et les carottes, deux cultures particulièrement difficiles dans notre climat, et à droite, avec la rutabaga Johan. J'ai mentionné tout à l'heure Richard Favreau sur la tomate qui tentait de stabiliser une variété de tomates. Mais il est particulièrement reconnu pour son travail sur l'échalote françaises. Et en fait, l'histoire, c'est qu'un ami lui a donné du stock d'échalotes dans les années 90. Et puis, il y a quelques individus qui l'avaient laissé en champ pendant l'hiver. Et au printemps, il a vu qu'ils ont commencé à monter en fleurs. Ce qui était particulier parce que certaines échalotes, les échalotes grises, ne se reproduisent pas sexuellement, c'est-à-dire ne se reproduisent pas avec les fleurs, elles se reproduisent seulement végétativement. Il pensait que ça avait été le cas avec cette variété-là. En fait, ça, c'est une échalote de type Jersey qui va en fait avoir tout un cycle de reproduction sexuelle par ses fleurs. Et donc, à partir de là, il avait des problèmes de maladie au niveau des bulbes, donc il a décidé d'arrêter de reproduire les échalotes par les bulbes et de commencer à les reproduire par la semence, par la fleur. Et donc, avec en 15 ans, en 20 ans de reproduction, de semences et de sélection, il a vraiment perfectionné sa régie. Il a trouvé une façon de trier ses semences pour avoir les plus grosses graines, les semences les plus vigoureuses. Il a gardé celles qui avaient une teinte cuivre rouge et non pas jaune qui ressemblait aux oignons. Et donc, petit à petit, il a augmenté la vigueur de son stock, augmenté la qualité des visuels et la qualité des bulbes. Et aujourd'hui, Richard fournit cette variété-là à la Société des plantes, à Kamouraska, mais aussi directement en plus gros volume à des maraîchers. Et c'est vraiment un exemple de comment est-ce qu'on peut développer notre mouvement de semences biorégionales ici au Québec. Je vais donner quelques derniers exemples. À gauche, on a nos collègues de l'Écoumène qui sont en train de sélectionner une population d'oignons issus d'un généticien de la USDA au Wisconsin. À droite, Audrey Fontaine, Jardin de la Brouette, dans le centre du Québec, qui travaille avec une population de carottes mauves aussi issues du Wisconsin. Et finalement, là, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de créer des liens entre des semenciers artisans et des experts, des généticiens qui ont accès à la génétique et essayer que les généticiens partagent sans brevet, dans un esprit finalement de collégialité, ces semences à des semenciers qui vont pouvoir les adapter. Là, on parle de deux cultures qui sont des bisannuels, semences sèches, donc assez difficiles dans notre climat. Et
Et donc, il y a plein de défis qui se posent en termes de reproduction de semences. Et puis les carottes, c'était un des grands enjeux avec les carottes mauves, c'est le goût en fait. C'est que beaucoup des carottes mauves goûtent l'épinette. Et donc, il faut goûter des centaines de racines individuelles pour conserver seulement celles qui goûtent bon. Je vois que j'ai encore seulement 5 minutes avant qu'on commence la période de questions. J'arrive pas à voir s'il y a des questions ou pas qui viennent, donc je ne pense pas que ce soit le cas. Pour terminer, on a dans le maïs, je parlais tout à l'heure des problèmes de contamination OGM dans le maïs. Et puis, ma présentation, elle a vraiment porté sur les légumes. Mais un peu pour rebondir sur la question du maïs et des grandes cultures, on a travaillé avec la Coop Agrobio pendant 5 ans à essayer de développer des variétés de maïs grains à pollinisation libre et de faire leurs propres hybrides. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que même si on arrivait à développer ces variétés-là, il y avait toujours un enjeu de contamination OGM. Et en fait, la Coop avait du mal à convaincre leurs propres membres de cultiver ces variétés-là à cause des rendements qui étaient un peu plus faibles. Et donc, ce que la Coop a fait, c'est qu'elle a approché une compagnie de semences autrichienne. En Autriche, il y a une loi contre les OGM, donc en fait, ils ont une garantie de traçabilité de zéro contamination OGM. Et donc maintenant, la Coop Agrobio est devenue un distributeur exclusif des variétés de Satbo, en fait, qui est une coopérative d'agriculteurs autrichiens. Ça fait le tour, en fait, de ces agriculteurs, de ces semenciers qui font vraiment un travail extraordinaire de développer leurs variétés, certains qu'on accompagne, certains qu'on met en valeur. Et pour terminer, je voulais partager quelques ressources en fait pour ceux parmi vous qui sont des jardiniers et qui aimeraient peut-être aller un peu plus loin. Donc il y a assez méconnu au Québec, mais qui est bien vivant dans le reste du Canada et de l'Amérique du Nord. En fait, c'est le Community Seed Network, le réseau des semences communautaires, qui ont des ressources sur la sauvegarde de semences et sur les pratiques organisationnelles, notamment par rapport aux bibliothèques des semences. Et donc, vous pouvez vous créer un profil et finalement être... c'est une plateforme de réseautage finalement avec d'autres personnes intéressées par les semences, pas nécessairement d'un point de vue commercial, mais au moins d'un point de vue de jardin. On a notre groupe Facebook Bien semer, bien manger, c'est là où je fais de la diffusion d'informations. Donc je mets en valeur les partenaires avec qui on travaille. Donc je vous invite à vous joindre à ça. Il y a Semences du patrimoine a créé un outil qui s'appelle le localisateur de semences écologiques. C'est une façon, si vous cherchez une variété, c'est une super façon de voir si elle est offerte par des compagnies de semences au Québec ou au Canada. Et c'est aussi un outil pour voir bon, est-ce que cette variété est vendue par une compagnie ou par 20 compagnies. Et ça peut être un sorte d'indicateur sur la rareté de la variété. Semences du patrimoine, il y a des façons de s'impliquer avec eux dans leur programme. Ils ont une grande bibliothèque de semences et chaque année, ils essaient de prioriser les variétés qu'ils ont besoin de régénérer les lots de semences. C'est ce qu'ils appellent les grow-outs. On peut encore, cette année, ça va être les haricots secs, les haricots, la tomate naine et la cerise de terre. Et puis, donc ça, c'est des projets, on va dire, communautaires. Et après, ils ont aussi la possibilité d'être un agriculteur bénévole pour recevoir du stock d'une variété qui a besoin d'être régénérée et de leur réenvoyer une partie du stock. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Bon, en fait, Semences du patrimoine, ils ont une plateforme d'échange de membres. 87 membres, plus de 2000 cultivars. Ils ont le catalogue de semences qui fait référence au catalogue des compagnies de semences, 91 compagnies de semences, plus de 8000 cultivars. Et ensuite, ils ont leur propre bibliothèque de semences
environ 3000 variétés, 6000 lots, 7 000 lots de semences. Et donc, ils ont ces 3 sources d'informations. Et en gros, sur ces 3 sources d'informations, il y a environ 600 et quelques variétés qui sont disponibles sur ces 3 sources. 600 et quelques variétés qui sont seulement disponibles entre la bibliothèque de semences et les membres. Mais ce qu'on voit, en fait, ce qui est important, c'est de voir les sources, les chiffres qui sont seulement dans un de ces formes géométriques, parce que ça veut dire qu'elles sont seulement disponibles à travers l'échange entre membres ou à travers la collection de semences ou à travers la catalogue de semences. J'espère que ça fait un peu plus de sens parce que je pense que c'est important de démystifier le semence du patrimoine, comment est-ce qu'il fonctionne, vu qu'ils sont basés à Waterloo en Ontario. Ils ont aussi des formulaires descripteurs qui peuvent être utiles pour vous si vous voulez finalement documenter vos observations. Ça fait le tour des ressources que j'ai partagées avec vous. Et j'espère que ça n'a pas été trop rapide. Je parle assez rapidement, mais on peut retourner sur certains volets de la présentation si vous souhaitez plus d'informations, plus d'histoire. Eh bien, merci beaucoup. Mon Dieu, ça m'ouvre personnellement tout un champ d'existence, de potentiel agricole que je ne soupçonnais pas. Bien intéressant, merci beaucoup. Le temps des questions est arrivé. Il y en a une et j'invite tous ceux qui ont assisté à poser questions et commentaires. On demande des bibliothèques de semences très locales, comme partage au voisinage, ont le défi de bien identifier leurs semences. Quel impact peuvent-elles avoir ou ont déjà, selon votre connaissance du milieu? Alors, je vais relire la question. Les bibliothèques de semences très locales, ouais, ont le défi de bien identifier leurs semences. Donc quand on fait de la conservation de semences, c'est vrai que c'est important de bien marquer les lots, en fait, d'avoir une étiquette qui dit le nom de la variété, l'année au minimum, mais après ça, je vous ai montré tout à l'heure les fiches descripteurs, donc ça c'est une façon d'ajouter de l'information. Et après, la quantité d'informations qu'on peut donner, elle est un peu infinie. On peut dire dans quelle région ça a été cultivé, par qui, les semences sont issues de combien de plantes? Est-ce que les semences de haricots sont issues d'une plante ou est-ce que les semences de haricots sont issues de 20 plantes? Et c'est important parce que ça va nous donner de l'indication sur la vigueur, la qualité génétique du lot. Vous pouvez aussi faire un test de germination et mettre cette information sur l'étiquette. Donc, effectivement, mettre de l'information, comptabiliser l'information, il y a des personnes qui adorent ça parce que ça joue sur leur esprit scientifique. Et puis, il y en a d'autres, c'est moins leur priorité. Donc, chaque jardinier va se positionner à un extrême ou à un autre de ce spectre. Mais effectivement, quand on travaille en collectif, quand on travaille en communauté, on veut, et qu'on n'est pas des compagnies de semences, il faut se créer son propre système de traçabilité. Et parfois, en fait, pendant des milliers d'années, cette traçabilité-là, elle s'est faite à travers la tradition orale. On racontait les histoires de ces semences-là. On disait comment est-ce qu'elles ont été cultivées, où, par qui. Et donc, cette tradition orale, elle est tout à fait valable dans un contexte social de voisinage. Maintenant, quels impacts peuvent avoir les bibliothèques de semences? C'est finalement, quand on parle d'impact, de quel type d'impact on parle? Est-ce qu'on parle d'un impact environnemental? Est-ce qu'on parle d'un impact par rapport à la biodiversité? Est-ce qu'on parle d'un impact par rapport à notre sentiment d'appartenance dans la communauté?
Donc, de quel type d'impact on parle? Selon moi, l'impact le plus important des bibliothèques de semences, c'est un impact c'est un impact social, en fait. C'est que on fait partie de quelque chose, on est en lien avec notre voisinage, on partage notre passion pour le jardinage, on partage nos connaissances. Et c'est très important de partager ces connaissances-là parce qu'il y a une rupture générationnelle euh, où on a arrêté de partager les connaissances en lien avec les semences d'une génération à une autre. Et donc, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là que les bibliothèques de semences ont un impact. Maintenant, l'impact environnemental, notamment par rapport à est-ce que les bibliothèques de semences sont des vecteurs de biodiversité? C'est sûr que sans les bibliothèques de semences, il y aurait moins de biodiversité. Maintenant, est-ce que les bibliothèques de semences, en fait, souvent, d'où viennent les semences? Ça vient des compagnies de semences locales. Donc, si une compagnie de semences locale ferme, c'est important de pouvoir... Et puis, ça existe. C'est sûr que des compagnies de semences locales ferment parce que c'est un métier artisanal difficile, exigeant, qui n'est pas très rémunérateur. Et donc, il y a des compagnies de semences locales qui ont fermé. Et c'est sûr qu'avoir des copies des backups de leur stock, c'est un vecteur de biodiversité. Maintenant, si la compagnie de semences, elle est toujours existante et puis que ces semences sont partagées dans les bibliothèques de semences, là, on peut... est-ce que ça crée pas davantage de biodiversité? Parce que la biodiversité est déjà là. Et donc là, on peut se poser la question, comment est-ce que les bibliothèques de semences peuvent augmenter leur biodiversité? Là, comment? C'est en regardant les variétés qu'ils cultivent, regarder leur provenance, regarder si elles sont déjà offertes par des compagnies de semences au Québec, et si c'est pas et essayer et là c'est le fun, c'est d'essayer d'introduire des variétés qui ne sont pas déjà offertes, qui ne sont déjà pas en circulation. Et donc là, c'est quoi? C'est les forums. Il y a des groupes Facebook qui sont concentrés pas seulement sur les haricots, seulement sur les piments ou seulement sur les courges. C'est des sites web comme que j'aime bien, que je vais partager ici le Experimental Farm Network, qui en fait a c'est pas des variétés stabilisées, en fait, c'est ce qu'on appelle des bassins génétiques extrêmement variables. Et donc là, deux bibliothèques de semences peuvent avoir accès au même bassin génétique, mais vont avoir des sélections différentes, et donc là, vont générer la biodiversité. Donc je pense que pour résumer, oui, il y a un enjeu de traçabilité au niveau des bibliothèques de semences. Il y a des façons qu'on peut améliorer ça, et j'ai partagé des ressources sur le réseau des semences communautaires. Et après, oui, les bibliothèques de semences ont des impacts. Maintenant, on peut nuancer ces impacts-là selon quel type d'impact. Et je pense que l'impact le plus important, c'est un impact social, un impact au niveau des connaissances. J'aurais une question peut-être beaucoup plus macro au niveau des gouvernements, en tout cas, est-ce que socialement, est-ce que c'est encouragé ou est-ce que c'est à force de bras puis de volonté de gens comme ceux dont vous avez parlé, qui ont l'air d'être des passionnés et mon Dieu, des amoureux d'une tomate ou d'une patate. Mais est-ce qu'au niveau du gouvernement, que ce soit fédéral ou provincial, est-ce qu'il y a une sensibilité et une envie de développer finalement, de soutenir tout ça? Oui, donc par rapport à vu qu'on parle de semences qui fait partie d'un bien commun, des ressources génétiques qui fait partie d'un bien commun, d'un bien public, on va le rôle de l'État est fondamental pour certains. Pour d'autres, le mouvement des semences est aussi un mouvement extrêmement qui vient de la base en fait, donc qui est extrêmement autogéré. On reproduit des semences depuis des milliers d'années sans l'intervention de l'État.
Et donc, on va avoir finalement différentes perspectives sur le sujet. Maintenant, l'État, en tant que tel, il intervient sur plusieurs dossiers en lien avec les semences. On a parlé tout à l'heure des biotechnologies, donc au niveau de la traçabilité des OGM, et donc là, l'État va avoir un rôle plus pro-industrie, moins de traçabilité, où c'est l'industrie qui s'autorégule. Après, il va y avoir les programmes de développement variétaux, où bon, bah, là, l'État s'est progressivement désinvesti de la recherche génétique végétale ces 50 dernières années au profit, finalement, au profit, c'est-à-dire que c'est l'industrie privée qui fait ces investissements-là, Monsanto de ce avec, monde. voilà, avec les implications que ça a en termes de propriété intellectuelle. C'est-à-dire que quand c'était l'État, bah, c'était libre, on pouvait les cultiver, mais où il y avait un système de licence, tandis que dans le secteur privé, bah, c'est des brevets, etc. Ouais. Donc, biotechnologie, programme génétique. Après, bon, bah, il y a tout l'aspect de la qualité des semences et de la nomination des variétés. Donc, en fait, dire ça, c'est une variété, ça, voici le nom de cette variété, bah, comment il y a tout un système en fait de réglementation par rapport au nom de la variété. Il y a aussi tout un système par rapport à la qualité de semence, mais ça touche vraiment, on va dire, euh, les secteurs de la pomme de terre, le secteur des céréales et beaucoup moins le secteur du maraîchage. En maraîchage, les semences de légumes, on demande, je pense, simplement d'avoir un taux de germination sur les sachets de semences. Euh, et puis, ces exigences-là, elles ont été créées parce que le gouvernement fédéral voulait assurer finalement des standards de qualité qui fonctionnent bien pour l'industrie, mais maintenant, bah, quand on parle de semences biologiques ou qui ont été développées en conditions biologiques, quand on parle de variétés qui ne sont pas nécessairement uniformes, mais qui sont plutôt hétérogènes, donc il y a encore la diversité génétique à l'intérieur, ou des variétés qui ont été développées par des agriculteurs et non pas par des généticiens ou des spécialistes, ça devient plus complexe à essayer de fitter ce système-là. Nous, on essaye de changer le système, mais on est très conscient que on ne veut pas créer une ouverture dans le système réglementaire qui peut être ensuite investie par l'industrie de la semence et là où on perd des acquis. Donc, c'est un dossier assez technique, beaucoup plus technique que de ce que je m'attendais. Puis après, nous, comment est-ce qu'on soutient notre travail? On est dans un système où on est une ONG, donc on est dans le système des ONG, en agriculture durable. Et donc, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Et puis, on fonctionne par des subventions par projet avec la gestion administrative et en termes de ressources humaines que ça implique. Donc, avec ces défis. Ouais, oui, c'est tout un défi, effectivement. Mais il est nécessaire. Je pense qu'on peut pas passer à côté de ça. Merci encore. Là, je vois que les questions sont terminées. Vous pourrez, ceux qui ont assisté à la conférence vont pouvoir aller discuter et échanger plus longuement avec des semenciers ce week-end à l'Université Laval. Donc, ça mettrait un terme à la conférence et on se donne rendez-vous à la prochaine en début d'après-midi. Merci infiniment, Hugo. Merci, je vais juste partager mon adresse courriel et notre groupe Facebook dans le chat. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire à notre infolettre et à rester au courant de nos activités. Bonjour et merci d'avoir assisté à cette conférence et merci infiniment à nos conférenciers, conférencières et bénévoles d'avoir partagé leur temps et leurs connaissances avec nous. Pour poursuivre vos découvertes sur les semences et l'agriculture urbaine, je vous invite à visiter la page des exposants de la fête et à venir nous voir les 4 et 5 mars à l'Université Laval, pavillon Desjardins, de 10h à 17h. Au programme, plusieurs activités familiales, 6 conférences par jour, ainsi que plus de 50 exposants, organismes et semenciers québécois. Notez que seul l'accès aux conférences est payant. Merci d'avoir participé à la Fête des semences et d'agriculture urbaine de Québec.
Bon jardinage et à bientôt.